Bien, alors sans perdre du temps, et n'a pu commencer pour bon bah me vraiment formation, moi un petit atelier de discussion à la rigueur en causerie. Et ma pour commencer par remercier bien sûr et Carlos c'est bien aimé pour une invitation, c'est lui qui était fait démarche là. Immédiatement Carlos est contacté et il dit ça, demoiselle l'a contacté, mais puis n'a pas la demoiselle là vient connaître que crème blonde de raffinement bon typiquement avec nous là, on est très content et c'est un vrai plaisir tout pour me connaître amis Zimbabwe, c'est non c'est ah, je m'a obligé d'écrire pour me songer. M'a même bon garanti que m'a écrit pour me songer pas de mentir dans ça. Alors comme moi dit nous de quelques amis et qui c'est africain que me promettait intervention, m'a fait exposer en français mais débat n'a fait en créole. Vous comprenez parce que moi tout le monde là si vous voulez bien petit atelier ça petite formation ça français a pas un problème pour nous, c'est pas discrimination, c'est pour juste non perspective de plus partage parce que même comme il y a une trentaine de vidéos sur YouTube, il y a des amis qui ont besoin de partager avec eux comme c'est en créole essentiellement yo pas comprendre parce que en certain moment tu coordonnateur et un groupe étudiant en faculté de technologie qui est les poteaux mi-temps. Nous organisons plus qu'une trentaine ou une cinquantaine d'interventions, de transformer tout en instrument ou en vidéo, de les charger sur YouTube, mais c'est seulement qui comprend créole qui gagne accès à elle. Alors, l'instant ça, est-ce que tu as fait mais bon, il y a moi parce que il y a ensemble de me parler de qui est un petit peu dérangé. Et si nous parler avec eux tout dire, n'a fait un petit frappé là, il est bon. Alors, en ce sens, moi j'ai un texte de référence. Dès qu'il s'agit de parler de culture haïtienne, dès qu'il s'agit de parler de vaudou, j'ai un texte de référence. D'ailleurs, mon étudiant à l'École nationale des arts, et Bourgeois Dumont a fait l'expérience, j'avais constitué un groupe de WhatsApp qui s'appelait la Deïta, et que j'ai connu de son vivant, qui est décédé le 29 décembre 2012, un samedi 29 décembre 2012, si j'ai bonne mémoire. Elle a eu la générosité de me donner tous ces textes de tous ces ouvrages gratuitement. Elle ne voulait pas que je les achète à l'école. À l'époque, je n'étais qu'un écolier. Donc, le livre de Deïta s'appelle La légende des rois du vaudou haïtien. Alors, il y a deux versions. Il y a un premier qui a été publié en 1993. Il y a une version revue, augmentée et corrigée qui date de 2004, dans lequel elle a ajouté des chapitres. Comme vous m'avez demandé de faire un petit atelier de discussion, j'ai oublié de... Je n'ai eu l'idée que ce matin, mais ce matin c'était trop tard, je me suis dit qu'il y a la deuxième partie de celui qui est consacré au Baon et au Guédé. Au Baon et au Guédé, qui donne beaucoup d'informations, c'est pour approfondir ce qu'on va dire, parce que moi je vais intervenir sur un point spécifique. Je vais parler du symbolisme chez les Guédés. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les Baon et les Guédés, il faudrait lire le Deïta. Alors, en ce sens, je ne sais pas comment je pourrais m'organiser avec Véronique là, pour qu'elle puisse ramasser la contribution, parce que la partie du livre va vous coûter seulement 50 gouttes. Avec l'autorisation de l'auteur, je peux dire d'une certaine manière, parce que c'était une amie, une grande amie qui n'avait aucun problème que quand il s'agit de faire des formations, de photocopier ces livres. Je prends la responsabilité de le dire de cette manière. Alors, je tiens à parler avec vous cet après-midi. Tu comprends très bien mon français là? Yeah. C'est tactiquement correct. Bon, yeah. Je tiens à parler avec vous cet après-midi du symbolisme chez les Guédés. Alors, je me présente, c'est M. le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, plus connu à l'Université d'État d'Haïti sous le nom de l'homme. Je suis anthropologue, enseignant à l'UH, Université d'État d'Haïti, notamment à la faculté de technologie. Et je suis secrétaire de la fondation Dr Daniel Mathurin, secrétaire de la fondation Dr Daniel Mathurin. Je dois vous dire ce que je m'apprête à faire pour vous comme exposé, en matière d'exposé, c'est le résultat de pratiquement 2 ans d'observation. Et pendant 2 ans, régulièrement, je me suis rendu au grand cimetière de Port-au-Prince qui se trouvait à la rue aux Aldurans pour faire des observations. J'ai été, parce que en Haïti, là, ce que les catholiques appellent la Toussaint devient une fête syncrétique à cause du parallélisme religion catholique et religion vaudou, le syncrétisme catholique au vaudou. Nous, en Haïti, on les appelle les Guédés.
D'accord. Ce qui avait toujours frappé mon attention à l'époque que j'étais étudiant et même antérieurement à ça, c'est le fait que il y a tout un ensemble de caractéristiques chez les guidés. Tout chez les guidés est symbolique. Tout se fait de manière symbolique. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Et devenu anthropologue, j'ai décidé de consacrer une partie de mon temps à ce type de travail-là. Parce qu'en fait, je tiens à faire une publication. Cette année fera ma dernière, et j'ai commencé, nous sommes en 2017, j'ai commencé en 2015, j'ai fait 2015-2016. Cette année 2017, c'est ma dernière année d'observation, et puis je compte publier un article sur la question. D'accord? Et en fait, la meilleure époque de l'année où on peut observer les guidés en pleine manifestation et demeure le 1er et le 2 novembre. Je dois vous dire aussi que les guidés terminent toutes les cérémonies vaudou. Les derniers rois, les derniers esprits du vaudou à se manifester, ce sont les guidés. Ils terminent toutes les cérémonies. Mais en ce qui concerne l'époque qui leur est consacrée, cela reste le 1er et 2 novembre qu'on appelle la fête des guidés. C'est fête guidée. Alors, j'ai dénombré, le hasard fait peut-être bien les choses, j'ai dénombré 7 caractéristiques symboliques chez les guidés. 7 caractéristiques symboliques. Premièrement, il y a la voix nauséade, le fait que la voix, ça sort du nez et ça donne un drôle de bruit. Ok, le gagnant dit, on sent un petit bruit, comment il est là? Comment il est là, je vais expliquer pourquoi. Deuxièmement, il y a cette question de décoration avec la farine blanche. Je vais vous dire pourquoi les guidés se servent de la farine blanche. Troisièmement, il y a 3 couleurs qu'utilisent les guidés. C'est la couleur blanche, la couleur noire et la couleur mauve. Il y a 3 couleurs. Je vais vous dire ce que j'ai obtenu comme information. Parce que tout ce que je vous dis là, je ne les ai pas trouvés dans des livres. Vous allez rien trouver, je ne crois pas qu'il y ait de livres écrits sur le sujet. C'est pourquoi moi je décide d'écrire l'article. Ce que je vous dis, il s'agit des informations que j'ai retenues sur le terrain, comme anthropologue, j'utilise la méthode de l'observation participante, soit en m'adressant aux pèlerins vaudous eux-mêmes, soit en m'adressant aux guidés. Parfois, ce sont les guidés qui m'appellent, qui me disent, ah, je sais qui tu es, viens me trouver, je vais te donner des informations. Les guidés m'appellent et ils me donnent des informations. Ils sont très courtois avec moi. Peut-être parce qu'ils savent que je suis en train de faire ce travail. Quatrièmement, donc je vais parler de la voix nauséade, je vais parler de l'alcool et du piment. L'équation avec la farine blanche. Et bon, il y a la voix nauséade, avec la farine blanche, les 3 couleurs chez les guidés. Il y a aussi l'alcool et le piment. Comme 4e élément qui soit propre aux guidés. Il y a la question de l'alcool et du piment que je vais expliquer. Il y a le langage ordurier. Il y a le langage comme 5e élément. Les guidés aiment proférer des injures, et je vais dire pourquoi, de quel sens, de quelle manière. Et 6e, il y a les lunettes qu'ils portent à l'envers. Ok. Et 7e, il y a ce qu'on appelle le gouyade. Qu'est-ce que c'est le gouyade? C'est la danse des reins. C'est une danse qui apparaît très sexuelle parce que cela simule la relation sexuelle qu'on est en train de faire, le coït là, le mouvement des coïts, si vous voulez. Il y a le gouyade et le bâton qui sert au guidé comme point central lorsqu'il est en train de danser. Alors, ces caractéristiques chez les guidés, il y a la voix nauséade. Pourquoi les guidés s'expriment par une voix nauséade? Parce que, en fait, et je tiens à dire au départ, il y a 2 idées reçues contre le vaudou que je suis en train de combattre. Parce que ça existe à travers toute la littérature anthropologique, non seulement haïtienne, mais étrangère. Il y a 2 idées reçues sur le vaudou. Première idée reçue dans le vaudou, il y a cette information qui veut faire croire que le vaudou est une religion polythéiste. C'est-à-dire c'est une religion à plusieurs divinités. Mais pour les personnes qui se connaissent bien en matière de vaudou, même si je ne suis pas un initié du vaudou, si on se rend régulièrement dans les cérémonies et qu'on prête attention à ce que disent les pratiquants du vaudou, donc les vaudouisants et les vaudouisantes eux-mêmes et elles-mêmes, on va se rendre compte que les vaudouisants
ils servent, c'est le terme utilisé, ils servent plusieurs lois, mais ils n'adhèrent qu'un seul Dieu, qu'ils appellent Olohum, Maolissa, Papa Grand-Maître ou tout simplement Grand-Maître. Vous allez jamais trouver un esprit, une loi dans le vaudou qui va vous déclarer qu'il est le Dieu de X, de Y ou de Y, qu'il est la déesse de X ou de Y. Non. Et Ogou vous dira qu'il est l'esprit du fer, de l'acier et du feu. Il vous dira pas qu'il est le Dieu. Erzuli vous dira qu'il est l'esprit de l'amour. Agweta Oyo vous dira qu'il est l'esprit de l'eau. Donc, les vaudouisants, ils vont vous dire eux-mêmes qu'ils développent des cultes à plusieurs esprits, mais qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu. Donc, le vaudou reste et demeure dans sa pratique une religion monothéiste, contrairement à l'idée reçue par tous les et véhiculée par les anthropologues. C'est une religion monothéiste qui adore un seul Dieu, mais il y a plusieurs entités intermédiaires. Pour vous donner une meilleure idée de ce que je dis, c'est le même cas dans la religion catholique. Il y a plusieurs saints. Il y a plusieurs saints dans l'église catholique. Mais il n'y a qu'un Dieu en 3 personnes, même si ça fait 3. On peut dire, si on compte, ça fait 3. Mais il n'y a qu'un Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dire que les lois, ce sont des dieux, c'est dire que les saints sont des dieux. Et je ne crois pas que ça correspond à la réalité pratique des catholiques. Donc, les lois sont des intermédiaires, sont des entités. Parce que dans la cosmogonie vaudou, on est en train d'étudier la cosmogonie vaudou à fond. Quand Dieu, le grand maître, Olohum Maolissa, a créé l'univers, il ou elle a pris une distance par rapport à la création. On ne peut pas avoir directement affaire à Dieu. Il faut passer par les lois. Ce sont les lois qui sont les intermédiaires entre le monde des hommes et le monde divin, c'est-à-dire Dieu Olohum Maolissa, dépendamment de la nomination que les vaudouisants lui donnent. On la donne. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le vaudou. On n'appelle pas. Et ce Dieu dans le vaudou, sans vouloir pérenniser le débat, ce Dieu dans le vaudou, c'est un Dieu syncrétique. Il n'est pas totalement le Dieu des vaudouisés, il n'est pas totalement le Dieu de la religion catholique, le Dieu biblique. Il est à la fois les deux. Donc il y a une croyance syncrétique dans ce Dieu. Les vaudouisants ne sont pas, en fait, les vaudouisants, la masse des vaudouisants est analphabète. Il y a des questions intellectuelles qui ne se posent pas. Est-ce que, en fait, réellement que Ogou c'est Saint-Jacques Majeur? Parce que dans la réalité pratique de la religion, qu'il fasse appel à Ogou, qu'il fasse appel à Saint-Jacques Majeur, Ogou et Saint-Jacques Majeur viennent. Donc dans leur tête, là, l'identification est totale. C'est nous, comme intellectuels, qui posons la question, est-ce que les lois du vaudou correspondent réellement au sein de l'Église catholique? Mais les vaudouisants ne se posent pas ces questions eux-mêmes. Est-ce que le Dieu de la Bible, le Jéhovah, Yahweh, Yeshua, etc., tout ce que vous voulez, le YAWH, Yod Evav E, c'est le grand maître, le Olohum, le Maolissa, et du vaudou, les vaudouisants ne se posent pas ce genre de questions. Donc, une première idée contre le vaudou, c'est que le vaudou que je combats, c'est une idée reçue, c'est que le vaudou, c'est une religion polythéiste. Non, c'est une religion monothéiste de la pratique. Bon, et je suis pas le seul anthropologue là à avoir ce point de vue. J'ai trouvé 2 anthropologues à avoir ce point de vue, et même un non-anthropologue à avoir ce point de vue. Le professeur Grégoire Dingele Matsoua, qui a fait une thèse de doctorat à l'université Laval sur le vaudou et les lois, est d'accord sur ce point-là. Il est d'accord sur ce point-là. Et il y a même un non-anthropologue, c'est un linguiste haïtien qui s'appelle Yves Desjardins, qui a écrit un livre extraordinaire dans l'école Tête en bas, l'on pays Tête en bas, qui développe la même réflexion concernant la pratique du vaudou. Donc, première idée reçue, je reprends, c'est que le vaudou n'est pas une religion polythéiste, c'est une religion monothéiste dans le fond. Mais ça peut faire objet de discussion. J'ai bien envie de cette discussion-là. Deuxième idée reçue, et si vous prêtez attention au vocabulaire que j'employais tout à l'heure, c'est que les lois ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des déesses. Les lois, ce sont des esprits. D'ailleurs, le mot même de loi veut dire enfambé,
qui est une langue de l'ethnie Fon, qu'on retrouve au Dahomey. Le mot même, loi, veut dire esprit. Donc, les lois ne sont pas des dieux, des déesses. Les lois sont des esprits. Tout ça pour dire quoi, en gros? Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire, en fait, que les guédés, les guédés sont les esprits de la mort. Ce sont les esprits de la mort. Dans la cosmogonie vaudou, dans les croyances vaudou, ce sont les esprits qui s'occupent de la mort. Et quand on meurt, heureusement, j'ai un médecin avec moi qui est le docteur et Carlos Bien-Aimé. Quand on meurt, il y a un os qu'on a au nez qui rentre en décomposition, qui disparaît. Cet os s'appelle le vomer. Alors, on peut très facilement faire l'expérience avec 2 doigts. Il suffit d'utiliser n'importe les 2 doigts et de la poser sur le dé. Maintenant, essayez de parler et vous allez voir ce que vous obtenez. Je demande à tous de faire l'expérience. Et mon frère, je sais pas moi, essayez de parler en mettant, il faut appuyer très fort. Et il faut boucher, obstruer l'orifice. Et qu'est-ce que tu obtiens comme voix? Je veux t'entendre, je veux t'entendre. Ta voix. Dis quelque chose. Après. Non, mais c'est que tu n'as pas. Mais il faut pincer. Très, très fort. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas parce que je n'entends pas sa voix. Ça va? C'est comme ça. Oui, plus ou moins, mais il faut essayer de parler plus fort, essayer de parler dans le lit. Pincer plus fort. Et pince. Est-ce que ça va là? J'ai pas l'impression. Bonjour là, je veux essayer avec toi. Donne-moi quelque chose. Ah, vous ne pressez pas assez fort. Parce que moi, je ne fais pas exprès de parler comme ça. Je fais pas exprès de parler comme ça. Merci pour petite loi chériture. Oui, je fais pas exprès de... Ça va, professeur, ça va? Oui, relativement, lui, il parle dans le nez. Mais il faut totalement obstruer et compter très fort. Alors, ça va là? Oui, relativement, tu parles comme un guédé. Je veux des gens qui parlent comme un guédé. Et je vais essayer, mon frère. Bien, ok, bien content. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que cet os, à la mort, disparaît. Il est en état de décomposition. Cet os qui est mobile au niveau du nez, qu'on appelle le vomer. Comme ce sont des esprits de la mort, si on décédait et qu'on revenait à la vie quelques jours plus tard, on allait remarquer qu'on allait parler dans le nez, à partir du nez. Parce qu'on la voit, et comme il y a eu la destruction de l'os au niveau du nez qui s'appelle le vomer, la voix allait devenir nasillarde. C'est pourquoi que les guédés parlent de cette manière, nasillarde. Donc, c'est le premier symbole chez les guédés. C'est la voix nasillarde. Deuxièmement, il y a cette question de la décoration à partir de la farine blanche. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le médecin là, je le prends à témoin, je suis bien content qu'il soit là. En fait, grosso modo, et je dis bien grosso modo, il y a 2 types de morts. Il y a la mort clinique, il y a la mort cérébrale. Parce que quand on meurt, on ne meurt pas vraiment. La mort, c'est un processus, c'est pas un arrêt brusque et brutal des processus. Le corps meurt au fur et à mesure. Parce qu'il arrive très souvent que quand quelqu'un meurt, la barbe continue à pousser, les ongles continuent à pousser. Le mort peut uriner, peut avoir comment on pourrait dire ça, c'est quoi? C'est de l'urine, le mort peut même uriner, si vous voulez. Parce que la mort, c'est un processus. On ne meurt vraiment qu'à partir du moment que le cerveau cesse de fonctionner. C'est à partir de ce moment qu'on cesse d'exister totalement. C'est ce qu'on appelle la mort cérébrale. Donc, il y a 2 types de morts. Il y a la mort clinique et il y a la mort cérébrale. Quand quelqu'un meurt, et 3 ou 4 jours, 5 jours après que la personne atteint cette dernière étape de la mort qu'on appelle la mort cérébrale, le corps devient raide comme du bois, il est dur comme du bois et il devient blanche. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Le corps devient très dur et il devient blanche. Et il faut remarquer que, là je suis bien content d'être dans ce domaine-là, il y a les nécrophiles, ceux qui éprouvent du plaisir à avoir des relations avec les cadavres.
ils ne peuvent avoir de relations sexuelles, les corps morts en Haïti, ils ne peuvent avoir de relations sexuelles avec une personne que pendant sa mort clinique. Parce que pendant la mort cérébrale, le corps devient impénétrable. Il devient très dur. Donc, et cliniquement, il arrive même que le corps soit extrêmement chaud immédiatement après la mort de la personne, que le corps peut émettre certaines sécrétions. La personne peut même transpirer, etc., à partir de la tête, et à partir des bras, au-dessus des bras, etc. Donc, deuxième symbole chez les Guédés, c'est la farine blanche. Cette farine blanche symbolise la rigidité cadavérique. Comme ce sont des esprits qui ont rapport avec la mort, ils s'occupent que de la mort. C'est une deuxième façon à eux de dire qu'ils s'occupent de la mort. C'est avec cette couleur blanche qui est la couleur typique de la rigidité cadavérique. Parlons de couleur, on reste en termes de couleur. Il y a un troisième symbole chez les Guédés, c'est les couleurs chez les Guédés, c'est-à-dire la couleur blanche, la couleur noire et la couleur mauve. Ils se servent de mouchoirs blancs, de mouchoirs noirs et de mouchoirs mauves. Que représente chacune de ces couleurs? Je vous dis que ce sont des informations que j'ai eues à partir du terrain. Ce n'est pas des exposés théoriques qui n'ont aucune réalité pratique. D'ailleurs, le 1er et le 2 novembre de cette année, je suis encore au cimetière. Et mes étudiants à l'NDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, qui assistent avec moi actuellement en cours d'anthropologie, j'ai un devoir d'anthropologie que je les ai donné. Ce devoir est basé sur le cimetière. Ils viennent d'observer les Guédés. Ils vont me faire une compte rendu de visite du cimetière. C'est dommage que tu n'aies pas le cours de culture haïtienne. Bon, je l'ai parce que je suis sûr que je t'aurais donné le même devoir. Et il n'y a pas de coup fouet avec ce devoir parce que je fais un appel à 9h et je fais un appel à midi. Donc, le 7h devoir d'être, il compose sur 100 points, le devoir est sur 40 points. 20 points, et pour le premier appel à 9h, 9h01, tu n'es pas là, tu rates, c'est 20 points. 20 points à midi, devant Baron. Je t'attends devant Baron à midi. Tu n'es pas là, tu rates 20 points. Et je n'es pas là du tout, tu rates 40 points. Et tu ne vas pas pouvoir réussir dans le cours. Et je serai là parce que je vais leur donner dans les moindres détails ce qu'ils vont faire. Ce sont des étudiants en diplomatie, en relations internationales. Ils n'ont pas de cours d'ethnographie, ils ne savent rien en matière d'anthropologie qui soit trop profonde. Donc je vais leur donner tout ce qu'ils doivent faire dans les moindres détails. Et moi, de temps en temps, je serai là pour vérifier s'ils sont là, ils sont à la tâche. Et prêtez attention s'ils se rendent à l'église de cette douleur, s'ils sont devant Baron, s'ils sont en train de converser avec les guidés, les pèlerins. Je suis là, je supervise tout. Il n'y a pas de coup fou. Bon, donc moi je vais passer la journée au cimetière. Eux, ils vont passer que 3 heures, c'est pas grave. Donc, 3 couleurs chez les guidés, il y a le mouchoir blanc, le mouchoir noir et le mouchoir mauve. Le mouchoir blanc symbolise l'innocence, la pureté. Mais quand on parle d'innocence et qu'on parle de pureté, n'oubliez pas que les guédés n'ont rapport qu'avec la mort. En fait, c'est la couleur symbolique des morts-nés. Ceux qui sont venus au monde et qui sont partis au même instant. Donc ces personnes-là n'ont pas eu le temps d'avoir vécu sur terre. Ils sont innocents. C'est ce que veut dire la couleur blanche. Maintenant, la couleur noire, que symbolise la couleur noire? La couleur noire symbolise un parcours dans la vie qui est rempli. Pour nous, on ne va pas avoir de couleur blanc, on ne va pas avoir de mouchoir blanc, on va avoir des mouchoirs noirs. Parce que moi, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, donc je vais avoir une couleur noire, un mouchoir noir. C'est ce que je dois porter. J'ai eu un parcours dans la vie. Mon frère du Zimbabwe, tu as quel âge? C'est pas, je ne sais pas si chez toi c'est... Bon, super. Et finalement, la dernière couleur, c'est la couleur mauve. Le mouchoir mauve, c'est... Si vous prenez un corps en décomposition, vous allez qu'il présente 2 couleurs. Je ne sais pas pourquoi que les guerriers n'ont pas adopté une autre couleur qui aurait peut-être, comme la culture est arbitraire, qui aurait pu être la couleur vert. Parce qu'en fait, quand un corps rentre en décomposition, il donne 2 couleurs. Il y a la couleur verte et il y a aussi la couleur mauve. Mais quand il atteint pleinement la décomposition, ça devient mauve. Donc, le mauve et le mouchoir mauve, c'est la couleur de la décomposition. Donc, vous voyez que tous les 3 couleurs ont rapport avec une vie qui se rapproche de la mort. Le mouchoir blanc,
c'est pour l'innocence, les morts-nés. Le mouchoir noir, c'est pour un parcours de vie très rempli. Et le mouchoir mauve, c'est pour un corps décédé en décomposition. Donc, il n'y a pas d'hasard chez les guédés. Et ce sont les guédés qui me le disent eux-mêmes. Ça, c'est pas de moi. Ce sont eux qui me donnent ces informations. Donc, la boîte à ziad, la farine blanche, les 3 couleurs, les mouchoirs blancs, noirs et mauves. 4e, alors je voudrais voir comment presser là sur le téléphone pour voir et combien de temps d'exposé que j'ai. Mais là, je vois pas parce que ton code est monté. Bon, on ne sait jamais. 25 minutes. Je devrais terminer. En maximum, je devrais faire 20 minutes et 40 minutes d'exposé. Un exposé pédagogique, moi, ne comporte pas plus de 30 minutes. Il y a maintenant, 4e élément, il y a l'alcool et le piment. Nous sommes à 25 minutes, bon, là. L'alcool et le piment. Les guédés sont des esprits. Qu'ont-ils besoin de l'alcool et du piment? On ne voit jamais un guédé sans son tafia, c'est-à-dire son alcool créole, et jamais un guédé sans son piment. Même dans les champs des guédés, il y a cette affaire de guédé mais piment qu'à les oiseaux mais piment. Guédé mais piment qu'à les oiseaux mais piment. Alors, n'oubliez pas que les guédés, ce sont les esprits de la mort, encore une nouvelle fois. Ce terme, cette information revient perpétuellement. Et en tant qu'esprit de la mort, ils vivent dans un lieu qui fait extrêmement froid. C'est pas comme le monde des humains où il fait extrêmement chaud. Ils vivent dans un monde, dans un univers extrêmement froid. Et en tant que tel, ils ont toujours besoin de l'énergie. Ils ont toujours besoin de chaleur. C'est pourquoi ils ont toujours besoin d'alcool, parce que l'alcool génère des calories, génère de la chaleur, et ils ont besoin du piment. Alors, vous voyez très souvent que dans les cérémonies guédées, dans les lieux où les guédés se manifestent, une personne qui est possédée, qui est montée pour le guédé, et cette personne prend une cuvette qui est bourrée de piment, et la personne se masse les parties génitales avec du piment. Mais cette personne n'a rien, parce que, et comme c'est un esprit de la mort, le piment ne peut pas affecter l'esprit. Alors, il faut dire que dans ce cas, il peut y avoir 2 situations. Premièrement, c'est la personne est montée par le guédé et que le guédé se masse les parties génitales avec du piment et que le guédé s'en va de bonne foi, la personne n'aura rien. Aucune conséquence physiologique, anatomique ou organique. Aucune conséquence. Mais quand une personne est un vaudouisant en cachette, ou que la personne, c'est un arrogant qui pénètre dans un milieu vaudou, est-ce que tu peux prendre répondre à ce téléphone et donner à la personne l'indication du lieu, s'il te plaît. Merci. Oui. Et que la personne, c'est soit un vaudouisant ou une vaudouisante en cachette, quelqu'un qui ne s'exhibe pas, comme vaudouisant, ou quelqu'un qui vient se moquer du lieu sacré, eh bien, le guédé peut avoir un comportement de méchanceté par rapport à cette personne. Le guédé peut posséder la personne et laisser cette personne dans la cuvette du piment. Moi, j'ai déjà vu une dame là, qui était une vaudouisante en cachette, qui prenait des distances publiques par rapport au guédé, qui se présente un milieu vaudou et qui se prétend catholique, aucun rapport avec le vaudou, et qui est possédé par un guédé. Le guédé dépossède la personne et l'abandonne en pleine cuvette de piment. La dame là a eu les parties génitales enflées. C'était, comment on pourrait dire ça? C'était rouge flamboyant. La personne a eu les parties génitales des inflammations. C'est le mot qui m'échappait. La personne a eu la partie génitale en inflammation. On a dû faire appel au guédé qui l'a possédé pour revenir afin de la soulager. On a dû appeler le guédé. Quand le guédé est venu, il est retourné à la cuvette. Il est parti et la personne n'a pas eu d'inflammation. C'était exorbitant. Et le vagin de cette dame a dû grossir de 3 à 4-5 fois son volume. Ça sortait des yeux, on voyait le vagin,
très clairement, même trop gros. Vous voyez, il s'était totalement rasé, j'ai tout vu. Vous voyez? Donc, ça, c'est le quatrième symbole chez les Guédés, cette affaire d'alcool et de piment, parce que je reprends pour vous en résumé. Les Guédés étant des esprits de la mort, ils vivent dans un univers extrêmement froid, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de chaleur. Donc, si vous m'aidez un peu, on a vu jusqu'à présent 4 symboles chez les Guédés. Premièrement, il y a la voix nauséade, pas vrai? Deuxièmement, il y a la déco et le fait de farine blanche, le fait de se servir de la farine blanche. Troisièmement, les 3 mouchoirs, blanc, noir et mauve. Quatrièmement, l'alcool et le piment. Cinquièmement, il y a le langage ordurier. Il y a le langage ordurier. Alors, on le sait très bien, les Guédés ont un langage ordurier. Mais pourquoi ce langage ordurier n'est pas, c'est pas pour prononcer des injures, ce n'est pas parce qu'ils prennent du plaisir à prononcer que des injures. En fait, le langage ordurier chez les Guédés est vecteur de messages et est vecteur d'informations. Je vais prendre 2 informations. Je vais prendre 2 chants du vaudou, 2 chants Guédés pour vous montrer ce qui se passe. Premièrement, vous avez et Guédé, mes piments, calé zozo, mes piments. Guédé, mes piments, calé zozo, mes piments. Pourquoi dit-il qu'on doit faire, et bon, j'ai oublié comment ça s'appelle quand on enlève le prépuce du pénis, ça, c'est... Circoncision. Non, c'est pas circoncision, ça, c'est quand on coupe. C'est le frère du Zimbabwe qui devait me rappeler. C'est pas décaloté, hein? Châterie? Non, c'est pas châterie. Bon, bref. En fait, à partir de ce champ, on a une information. La meilleure façon de trouver un imposteur, quelqu'un qui se prétend être possédé par le Guédé, c'est lui demander qu'il se masse ses parties génitales avec du piment. Une personne qui sait qu'il n'est pas possédé par le Guédé ne va pas faire ça. Parce que la personne qui est possédée par le Guédé, le piment ne l'affecte pas. J'ai déjà croisé à Sodo, qui est une région d'Haïti où il y a une grande fête le 16 juillet, quelqu'un qui se prétendait, un charlatan qui se prétendait, c'est le 16 juillet être possédé par un Guédé. Je lui ai dit, eh bien, ok, il n'y a pas de problème, bon piment. Ma soeur, elle est partie génitale avec du piment. Il m'a dit, piment pour. Il a pris la fuite, parce qu'il sait qu'il n'est pas possédé par le Guédé. Un deuxième chant du Guédé. Femme nan konye, li pa acheton culotte. Li pa acheton soutien. M'bralman des femmes nan si coco senti. Bon, là, on peut être offusqué. Parce que là, il y a une question d'injure par rapport, une discrimination par rapport à la femme. Quelqu'un qui se donne du plaisir avec plusieurs hommes et qui n'en tire aucun profit. Mais en fait, c'est un rappel à l'ordre que l'on se guide. Si, parce que il y a une hypocrisie sociale en Haïti. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Il est un macho, c'est un don Juan. Immédiatement qu'une femme a 2 hommes, elle devient une prostituée, on l'appelle bousin. Bon, il y a cette hypocrisie sociale. Donc un homme peut avoir, on félicite l'homme qui a plusieurs femmes. Mais la femme qui a ne serait-ce que 2 hommes, elle est clouée au pilori. Donc c'est un rappel à l'ordre que lance le Guédé. Si tu continues à avoir plusieurs partenaires sexuels en même temps, ah oui, c'est très bien de faire la photo parce que j'aurais besoin de la photo. Pas des vidéos seulement, mais j'aurais besoin d'une photo. Si tu as des relations sexuelles avec plusieurs hommes, que tu développes une mauvaise réputation, finalement tu vas finir ta vie seul. Aucun homme, aucun Haïtien ne voudra de toi. Tu ne pourras pas être... Parce qu'en fait, en Haïti, mais il faut le dire comme c'est, même s'il y a ça tendance à disparaître, quelque part, une femme haïtienne rêve de se marier. C'est quelque part une promotion sociale. À partir du moment qu'une femme a 27, 30 ans, qu'elle n'est pas mariée, tout le monde commence à poser des questions très bizarres. Bon, qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'homme à se marier avec toi? Est-ce que tu t'es pas bien comporté? Est-ce que tu vas... Et est-ce que tu vas arrêter c'est ce qu'il maman, qu'il papa? Donc on se met à poser des questions. C'est tellement vrai que quand une femme en Haïti atteint un certain âge et qu'elle n'est pas mariée, par respect, on ne doit pas l'appeler mademoiselle, on doit l'appeler madame. Parce que là, même si elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle devient madame. C'est une façon de vous montrer que le mariage
est socialement valorisé en Haïti. Donc le Guédé lance une mise en garde. Tu dois te conformer, ne passe pas ton temps à avoir des relations sexuelles et pour rien avec des hommes, parce que ces mêmes hommes, ils vont médire de toi, ils vont se réunir en staff et ils vont dire ce qu'ils ont eu avec toi comme relation sexuelle, ce qu'ils te font au lit, et personne ne va se marier avec toi. Donc quelque part, conforme-toi, reviens, ne fais pas ça, n'aie pas de vie débridée. Donc on est offusqué parce qu'on ne prend le chant qu'au premier degré. Mais si on analyse le chant en profondeur, on trouve tout le message. En fait, c'est le cas pour tous les chants du vaudou. Aucun chant vaudou n'est innocent. Toute l'histoire du vaudou se trouve dans les chants vaudou. D'ailleurs, il y a pratiquement pas de travail d'ethnomusicologie sur les chants du vaudou. Il n'y a pratiquement pas de travail. Ce serait intéressant qu'on le fasse. Il y a un travail de Max Beauvoir qui fut l'un des plus célèbres au Ouganda Haïti, qui a été artiste national, c'est-à-dire quelque part un grand chef suprême du vaudou, qui a publié un livre où il a réuni, je crois, 401 ou 404 chants. Mais au départ, il vous dit que ce n'est qu'un petit répertoire très limité des chants du vaudou. Il manque des travaux sur le vaudou. Donc, vous avez la voix nasillarde, premièrement, deuxièmement, la farine blanche, troisièmement, les trois couleurs, les mouchoirs blancs, noirs et mauve. Quatrièmement, il y a l'alcool et le piment. Cinquièmement, il y a le langage ordurier. Sixièmement, il y a les lunettes à l'envers. Pourquoi ils se servent de toi à l'envers? Parce que n'oubliez pas que la mort, c'est l'opposé de la vie. Nous, comme humains, nous portons les lunettes sur le nez. Eux, ils les portent renversés et pas derrière la tête. Parce que c'est pour parler de comment je pourrais dire, je veux utiliser une expression qui me semble un peu mathématique, l'antagonie, opposition des angles entre la vie et la mort. Donc eux, ils ne s'occupent pas de la vie, bien qu'ils se soucient de la vie, on va le voir immédiatement dans le dernier point, ils s'occupent de la mort. Et la mort, c'est l'opposé de la vie. C'est une façon de dire qu'il faut donner beaucoup d'importance à la vie, parce que la mort, c'est une autre étape, et quand on meurt, on n'a pas forcément de contact avec le monde des humains. Et dernier symbole chez les Guédés, il y a le gouyade, c'est dans ce qui se fait avec le mouvement des reins et le bâton. Alors, je voudrais commencer par le bâton. Et je terminerai par le ou la gouyade. Bon, je ne sais pas quel antique est défini, quel déterminant est placé devant ce mot. Bon. Gouyade, en tout cas, on aime bien ça, gouyade, et on gouille bien. Si je fais un verbe à partir du mot gouyade. Le bâton. Alors là, ça revient au Derrida. Le Derrida l'explique très bien qu'un Guédé me l'explique encore plus bien. Vous pouvez être étonné et que, en fait, cette question de voix nasillarde du Vomère, les informations m'ont été données par un Guédé. C'est un Guédé qui m'a fait un cours de biologie au cimetière pour m'expliquer cette affaire de voix nasillarde. Et un autre Guédé, à un autre moment, une autre année, m'a fait tout un cours de mythologie générale. Il m'a fait un cours sur la mythologie égyptienne. Il m'a parlé du culte de la mort d'Osiris et d'Isis. Et j'ai été étonné, mais c'est... Parce qu'en fait, quand la personne a été dépossédée, j'ai été parler à la personne. La personne, c'était totalement un analphabète. Mais le Guédé a possédé la personne, mais il m'a fait un cours de mythologie égyptienne. Alors, en fait, il faut vous dire aussi que les Guédés, proviennent d'une ethnie africaine qui existe encore, qu'on appelle les Guédévis. Les Guédévis sont actuellement vivants, mais j'ai pas trop bon souvenir, et je crois qu'ils se... Oui, c'est au Dahomey, c'est au Bénin, que se trouve encore la tribu qu'on appelle les Guédis, qui est venue avec la traite des Noirs à Haïti, mais à l'époque c'était pas Haïti, c'était la colonie française de Saint-Domingue. Le culte des morts, ce culte des morts chez les Guédévis, remonte à l'Égypte ancienne. Et c'est un Guédé que je vous dis, qui me donne un cours de mythologie égyptienne pour m'expliquer d'où provient cette affaire de bâton qui se trouve toujours entre les mains des Guédés. Alors, rappelez-vous qu'en mythologie égyptienne, il y a un dieu qui s'appelait Osiris, et ce dieu avait
une sœur femme, n'est-ce pas, qui s'appelait Isis. Et que Osiris, c'est le fils de Ra. Ra avait donné à Osiris sur le monde des hommes à gouverner. Et Seth, qui est le frère d'Osiris, a été jaloux d'Osiris. Avait été 72 et avec 72 alliés. Il a tué Osiris en 2 reprises. Une première fois, c'est au cours d'un buffet, d'un festin. Alors, il a taillé un cercueil qui, dans les moindres détails, épousait exactement la forme du corps et d'Osiris. Il a demandé le cercueil, c'était très beau, c'est un sarcophage très beau. Il a demandé à tout le monde d'essayer. Et Osiris est tenté, et par le sarcophage, il entre dans le sarcophage, il lui sert à merveille. Donc, c'est profite pour fermer le sarcophage qu'il jette à la mer. Et en tuant, qu'il jette à la mer, en tuant Osiris. Isis, affolé, part à la recherche de son frère et de son mari et retrouve ce cercueil, ce sarcophage en Phénicie. Osiris est noyé, il est mort et Isis ressuscite Osiris. Il cache Osiris dans les marécages aux environs du Nil. Seth, grâce à ses associés, apprend le retour à la vie d'Osiris. Il part à la recherche d'Osiris et il le tue une 2e fois. Alors, après avoir tué Osiris, il découpe le corps d'Osiris en 16 morceaux. Bon, en 14 morceaux selon certaines versions, en 16 selon certaines versions. Dans certaines versions, il disperse ces 14 ou 16 morceaux dans le Nil, dans d'autres, il le disperse à travers le monde. Et Isis qui est la déesse de la magie et de la médecine, part à la recherche du corps d'Osiris et il trouve tous les 13 morceaux, sauf le 14e, qui a été dévoré par un poisson. Un poisson qui avait fait un poisson manger Zozo Osiris. Il était gagou et Isis donne tous les 14 morceaux, sauf 13 morceaux, sauf 14e dans sa pays important, qui c'est Zozo Osiris. Il dévoré poisson, un poisson qui était gagou à Atis, il n'est pas généré, badman, il fait zèle à ça. Et que fait Isis recolle pour pouvoir donner la vie une nouvelle fois à Osiris. Elle colle les 14 morceaux. Maintenant, ce qu'elle fait, elle taille un morceau de bois qu'elle donne la forme d'un pénis qu'elle implante dans les parties génitales d'Osiris. Et redonne la vie à Osiris. C'est à partir de ce pénis en bois que Isis va avoir un enfant. On est en mythologie, qui va avoir un enfant d'Osiris qui est Horus. Horus qu'il va cacher jusqu'à ce que ce Dieu devienne un homme et qui va attaquer, qui va détrôner Seth, il va reprendre le pouvoir et Osiris et Anubis vont désormais s'occuper du monde du royaume des morts. Et Horus, ce sera le nouveau roi des humains. Donc, le bâton que vous voyez qui est entre les mains des guédés, c'est exactement le pénis d'Osiris. Donc, ça remonte très loin. Et cette affaire de bâton entre les mains et des guédés pour remonter à l'Égypte antique. Maintenant, il n'y a pas d'éjaculation sans le mouvement des reins. Quand on va venir, on augmente le rythme des reins parce que ça devient bon, on va avoir son orgasme, on va éjaculer. Donc, là, c'est justement ce que symbolise le Oulagouillade. Le Oulagouillade, c'est le mouvement des reins quand il va avoir l'éjaculation. Et les guédés vous disent en personne que toute personne sur terre a une seule origine. C'est trois gouttes de char avec deux gouillades qui mettent tout le monde sur la terre. 3 gouttes de char de gouillade, mais tout le monde là, sans exception, sur la terre. Donc c'est là, en 7 points bien précis, bien définis. Et c'est très clair tout ce que j'ai dit pour toi, mon frère.
c'est les 7 symbolismes qu'on retrouve chez les guidés. La voie nasillarde, la farine blanche, les 3 couleurs, les mouchoirs blancs, noirs et mauves, l'alcool et le piment, le langage ordurier, les lunettes à l'envers, le ou la gouillade et le bâton. En conclusion, parce que il aurait bien fallu que je fasse la conclusion. En conclusion, et en fait, je ne suis pas venu ici, et je vais terminer à temps, je ne suis pas venu ici pour rien. Quand Carlos m'a dit qu'il fallait que je sois à cité militaire pour un groupe de jeunes qui s'intéressent au vaudou, qui représentent la culture haïtienne à leur propre identité, j'ai agréablement reçu l'invitation et j'ai décidé de venir. Et c'est pour la première fois que je dois l'avouer que je suis à cité militaire. J'ai des amis à cité militaire, mais j'avais jamais eu l'occasion de mettre les pieds. Et le plus intriguant, c'est que j'ai croisé sur la route des élèves d'une école où j'enseigne qui s'appelle l'Institut Miss Chrétienne des Gédéons. Je les ai croisés sur la route qui reviennent d'école, qui rentrent à cité militaire. Je ne savais même pas qu'ils habitaient à cité militaire. J'ai croisé un élève en uniforme. En fait, en venant ici, je suis venu, d'une certaine manière, vous prêcher un évangile. Mais ce ne sera pas un évangile biblique là. Ce sera l'évangile scientifique de la culture haïtienne. Parce que pour moi, le problème fondamental d'Haïti reste demain un problème culturel, un problème de mentalité. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, d'où nous venons, nous ne pourrions pas à coup sûr savoir où nous rendre. Parce que, voyez-vous, je suis bien content que mon frère Mbabou soit là. L'Afrique en Haïti, dans l'imaginaire haïtien, l'Afrique est discriminée. Parce qu'on nous raconte les bêtises que les Africains ont vendu leurs frères, que depuis la Guinée, depuis la Guinée, et on se haïtien, on se dessine, on ne sait jamais aimer, alors que tout le problème vient des colons eux-mêmes qui ont opposé les Africains entre eux pour qu'il n'y ait pas d'union, afin qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas eu la révolution haïtienne. Voyez-vous? Donc c'est quelque part une façon de vous demander comme jeune, de vous réconcilier avec votre propre identité, de vous réconcilier avec l'Afrique. Parce que les Africains, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos cousins, ce sont nos cousines. Avec les Antillais, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous, qui connaissent les mêmes problèmes, les problèmes de pauvreté, de misère, de famine. Une fois à l'université là-bas, j'ai un ami gabonais, Nabil Patrick Lacheka, qui me parlait des problèmes de son pays, des problèmes de chez lui. Le problème d'électricité, le problème de l'eau potable, le problème de la boue quand il y a les puits, les canaux d'irrigation qui sont obstrués. Je me suis vexé quelque part, mais j'ai rien eu comme dent. C'est comme si vous n'a connaissez Haïti, qu'à la place d'Haïti, il remplaçait le mot de Gabon par Haïti. Et il parlait de chez moi. Il me parle des problèmes de l'université de son pays, de son ami qui a attrapé une infection dans les toilettes dans une université au Gabon, parce que les toilettes ne sont pas hygiéniquement traitées. Mais c'est comme s'il me parlait. Moi, j'ai connu des étudiants dans la faculté d'ethnologie à l'INEX qui me disaient avoir chopé des infections dans les toilettes, les filles particulièrement. C'est comme s'il me parlait de chez moi. Il me parlait de chez moi. Donc les Africains, ça c'est clair, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cet exposé en français et de permettre à toutes les personnes qui ne comprennent pas le cœur de comprendre ce que je dis en français. Les Africains, ce sont nos frères, nos sœurs, ce sont nos cousins, ce sont nos cousines. Ce sont les peuples qui sont les plus proches de nous. Et certains d'entre eux, il y a même certains d'entre eux dont nos ancêtres ont encore des familles de l'habitation chez eux là. Quand vous prenez Toussaint Louverture, jusqu'à présent, les descendants de la famille de Toussaint Louverture, moi j'en ai parlé avec quelques d'entre eux, ils sont toujours au Bénin. Si tu te rends actuellement au Bénin, tu peux te rendre de l'habitation familiale de Toussaint Louverture. Voyez-vous? Et remarquez que le thème d'Africain a été, parce que Jean Priceman, ainsi par la langue, vous dit que le mot africain, dans ici par la langue, a toujours été là
l'appellation la plus humiliante qu'on puisse infliger à un Africain. Un Haïtien pour injurier un autre Haïtien, le traite de Congo. Je ne sais pas si tu as vécu ça en Haïti. Un Haïtien pour injurier un Haïtien, le traite de Haoussa. Un Haïtien pour injurier un Haïtien, le traite de Zoulou. Mais l'Haïtien qui traite l'Haïtien de Congo par connotation coloniale ne sait pas que les Congolais ont été les plus sages de tous les hommes. L'Haïtien qui traite l'Haïtien de la Haoussa ne sait pas que dans la colonie française de Saint-Domingue, la Haoussa était un musulman rebelle qui prêtait attention à tout ce qui pouvait être tranchant pour tuer le colon blanc. L'Haïtien qui traite l'Haïtien de Zoulou ne sait pas que les Zoulous ont été un des rares peuples en Afrique à mater, à tenir en échec les Blancs pratiquement jusqu'au 19e siècle. Ils ne savent pas ça. Donc, il y a une nécessité extrême si nous voulons vraiment nous développer Haïti, parce qu'il n'y a pas de développement des peuples en dehors de leur culture. Je ne connais aucun cas comme ça dans l'histoire des peuples et des civilisations, un peuple qui s'est développé en dehors de sa culture. Il faut d'abord qu'on se réconcilie avec notre propre culture. Et une dernière phrase pour répéter le docteur Daniel Mathurin: un peuple qui ne connaît pas son identité est condamné à l'hibernation et à la cryogénisation. C'était une façon à ce grand savant haïtien du 21e siècle qui m'a formé, qui est mon maître, de dire qu'un peuple qui ne connaît pas son identité, ce peuple est zombifié. Donc je crois que c'est là que je devrais m'arrêter pour l'exposé, et là je suis à vous pour toutes les questions, les remarques, les commentaires. Je m'arrête là.